Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Relirons la Caraïbe poursuit sa série de podcasts consacrés à la départementalisation. Après un premier volet sur les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation, nous recevons pour aborder les événements de décembre 1959 Louis-Georges Placide. Bonjour. Bonjour. Louis-Georges Placide, vous êtes professeur de lettres-histoire à la retraite. Vous avez surtout enseigné au lycée professionnel de Dillon. Vous êtes à l'origine avec d'autres de la création de l'ENA, l'École normale nationale d'apprentissage de la Martinique, qui formait les professeurs de lycée professionnel. Vous avez développé un intérêt pour ces événements encore méconnus à l'époque de décembre 1959 à la Martinique. Vous avez rédigé votre mémoire de maîtrise sur ces événements, mémoire soutenue à l'Université de Toulouse-Le Mirail en juin 1971. Si votre intérêt pour l'événement est militant, vous avez le souci de replacer ce fait dans sa dimension historique. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet ? En fait, c'est le sujet qui m'a choisi dans la mesure où je me trouvais précisément dans une réunion militante, l'AGEM, pour ne pas la citer, Association Générale des Étudiants Martiniquais, donc à Toulouse. Et j'ai contesté la version des faits qui m'était présentée. Et le président de l'AGEM m'a dit, dans ce cas, tu viens de trouver ton sujet de maîtrise. Et depuis 70, je ne travaille que sur ce sujet. Bon, j'exagère, mais prioritairement sur ce sujet. Alors, avant d'entrer dans le détail de l'événement lui-même, comment peut-on étudier le fait historique que constitue ces événements de décembre 59? Quelles sont les sources utilisées? Disons que j'avoue que j'ai toujours privilégié la source témoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu l'événement, il y a des gens qui sont encore vivants, et donc j'ai eu comme priorité d'essayer d'abord d'interroger tous ceux, même s'ils avaient simplement aperçu quelque chose, je les ai enregistrés. J'ai cherché à savoir d'où ils étaient, et ce qu'ils ont pu voir. Donc ça a été la priorité des priorités. Et dans un deuxième temps, quand j'ai voulu vraiment affiner mon devoir de maîtrise, à ce moment, je me suis intéressé à la presse martiniquaise de l'époque, également la presse française. Et le troisième temps vient dans les années 2000, quand je décide de faire un livre, parce que lors d'un message, lors de meeting, une demoiselle d'environ 17-18 ans me demande « Comment puis-je voir votre sujet de maîtrise ?» Je lui explique que ça circule entre les partis politiques et que je ne sais pas précisément où ça se trouve en ce moment et que je peux faire des recherches pour récupérer. Et à ce moment, elle me dit « Mais il y a peut-être plus simple. Pourquoi vous ne produisez pas un livre ?» Là, chacun peut l'acheter. Et donc, je décide, suite à ce bon conseil de cette gamine de 18 ans, je décide donc de produire un livre. Et là, je me rends bien compte qu'il me faut aller voir au niveau officiel, travailler aux archives, voir en France, au niveau de la Bibliothèque nationale et tout, chercher des éléments beaucoup plus concrets, parce que l'événement, ce n'est pas simplement une succession de faits, ce sont aussi des postures politiques qui sont prises, notamment par le gouvernement français. Alors, entrons maintenant dans le récit de l'événement lui-même. Qu'est-ce qui déclenche précisément les émeutes de décembre 1959? Disons qu'il y a un concours de circonstances qui est inouï, dans la mesure où le Martiniquais Franz Moffat est en train de prendre le pot avec des copains à l'hôtel central. Quand un Français recule, certainement un pied noir, je ne sais pas s'il est vraiment un pied noir, mais on le présentait comme tel, qui se trouve dans sa dauphine, donc une voiture, fait marche arrière et renverse.
et renverse la Vespa en question. Et nous sommes où? Nous sommes au centre-ville de Nous sommes Fort-de-France. à proximité de la savane, au niveau de la rue de la Liberté. Bon, je globalise, en fait c'est plus complexe que ça, mais à peu près à ce niveau. Et donc, Moffat sort et logiquement demande un constat d'assurance. Son interlocuteur, estimant qu'il n'y a pas vraiment de dégâts sur la Vespa, lui dit, il n'y a pas question. Et il embarque dans sa voiture et s'en va. À ce moment, Moffat le tient par le cou, le sort de la voiture, ils échangent quelques coups de poing, et le Français est le premier à convenir de la stupidité de cette posture. Et il va plus loin au sens où il dit à Moffat, allons prendre un pot, ce qui nous permettra de discuter calmement. Et j'ai souvent discuté avec Moffat, parce qu'il aimait bien revenir pour préciser les choses. Je précise qu'il n'y avait aucune haine chez lui, aucune haine de ce monsieur. Et quand il parlait, jamais il ne m'a dit le Zourey ou le vieux blanc. Il en a toujours parlé avec un certain respect. Il y avait de la dignité chez lui. Et donc, Moffat et cet homme vont boire, sauf que l'événement est perçu par deux personnes. Une première qui fait appel aux policiers. Les policiers sont déjà sur place parce qu'il y a un concert de musique ce soir-là sur la savane. Et d'autre part, une autre personne, et l'on sait que le coup de fil est passé à l'hôtel de l'Europe, et il s'agit d'un CRS. J'ai accédé à un document récemment, je l'ai eu en France avec une autorisation ministérielle, qui m'a permis de voir qu'il s'agit bien d'un CRS, qui appelle donc la CRS, laquelle CRS arrive, et sans procéder à ce qui est basique, c'est-à-dire une prise de connaissance de ce qui s'est passé et du lieu où se trouvent les deux personnes qui sont en cause. Elle demande à la population qui est présente de reculer. Cette population, ce soir-là, je dis ce soir-là parce qu'il est autour de 18h, globalement 18h, 18h30, cette population est relativement nombreuse parce qu'il y a ce concert, et d'autre part parce que la savane de Fort-de-France, c'est un cœur de ville à l'époque. Toute personne qui se trouve en Fort-de-France, voire en Martinique, descend sur la savane. C'est l'expression qu'on utilisait, Maca descend la savane. On descend donc pour voir, et donc en plus il y a ce concert. Il y a eu ensuite un match Club Golden Star qui opposait deux clubs de la capitale, donc il y a une population que l'on estime, dans une fourchette large, on donne entre 300 à 1500, selon la source. Et les sources officielles tournent autour de 1000 personnes. Donc, il y a beaucoup de monde. Les CRS font reculer les gens. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi, puisque l'incident est terminé. Les gens ne comprennent pas trop. Et les gens reculent cependant jusqu'au moment où 2 ou 3 militaires, on parlait de soldats permissionnaires, refusent de reculer et disent non, ça va. Et comme il y a un contentieux entre l'armée, les militaires en tout cas, et les CRS, donc ils en arrivent au coup de poing. Et après les coups de poing, arrive la phase de pierre que ramassent bien sûr les militaires, mais que ramassent aussi les autres personnes qui sont présentes. Et ce soir-là, les CRS se font prodigieusement caillasser. Donc voilà le premier élément. Il est basique, il est accidentel, et voilà la réaction disproportionnée des CRS qui amène donc ce premier temps de violence. Comment expliquer que les événements reprennent le lundi 21 décembre 1959 et qu'il y ait des morts? Qui sont-ils? D'abord, les événements reprennent en 2 temps. D'abord, le lundi matin, pense que les gens qui descendent sur la savane pour savoir ce qui s'est passé ont le spectacle des CRS qui tournent autour de la savane armés jusqu'aux dents. Et dans l'après-midi, Diablin en personne, qui est un leader charismatique, il n'a pas de physique, mais il est charismatique, parle aux gens qui viennent sur la savane à partir de 16 ans, et il arrive à les pousser à reprendre les violences, lesquelles seront
double. Une partie des gens restent sur place et attaquent à nouveau l'hôtel de l'Europe, et une autre partie des gens vont sur le boulevard du Général de Gaulle. Et à ce moment, les choses dérapent. Elles dérapent parce que la force de l'ordre qui est mobilisée, ce sont les policiers. Policiers qui, en fait, n'ont pas de formation spécifique à ce type de situation. Et donc, il se trouve que les gens étant face aux policiers, ils fuient au centre-ville, et au centre-ville, les choses dérapent puisque les policiers, en tout cas 2 policiers, tirent sur des jeunes. D'abord, Christian Marajo, âgé de 15 ans, qui est tué d'une balle dans le front, entre les 2 yeux, à très courte distance, on parle même de tir à bout portant. Et d'autre part, donc, au niveau de la rue Villaret-Joyeuse, c'est-à-dire la rue actuelle que l'on appelle Redoute du Matouba, donc derrière l'Olympia, Edmond Éloi Véronique, dit Rosile, âgée de 21 ans. Donc, voilà les 2 éléments forts qui se produisent, à savoir l'engagement des policiers dans ces violences et les tirs qu'ils opèrent sur 2 jeunes, et à partir de là, les choses vont véritablement se traduire en émeute. Jusqu'à là, il n'y avait pas véritablement d'émeute. On passe à la phase d'émeute dans la mesure où les gens qui sont là ont du mal à comprendre pourquoi des Martiniquais tuent des Martiniquais, et donc la cible principale des gens qui sont là dans la rue, la cible devient donc les commissariats qui se trouvent sur le territoire de Fort-de-France. À peu de choses près, à trois exceptions près, tous les commissariats de Fort-de-France sont attaqués, ils sont l'objet de tentatives d'incendie. Donc voilà un peu ce qui se passe le lundi, et les choses durent jusqu'à pratiquement 1h du matin. Que se passe-t-il le mardi 22 décembre? Pratiquement la même chose, sauf que le schéma sur le terrain n'est plus le même. Le schéma n'est plus le même parce que la population en veut tellement aux policiers qu'ils n'arrivent même pas à assurer la circulation automobile dans Fort-de-France. Donc, ils sont retirés de la circulation, et il n'y a comme force de l'ordre que des gendarmes de Martinique et des gendarmes qui sont venus de Guadeloupe. Et au niveau du monde Pigevin, meurt un 3e jeune, Julien Betzi, âgé de 20 ans. De manière orale, il se dit qu'il se trouvait en train de gravir les marches d'une échelle quand il reçoit une balle dans le dos. Les documents d'archives disent globalement la même version avec des détails qui diffèrent, mais globalement, il est touché au dos. Quelles sont les conséquences immédiates de ces émeutes à la Martinique, et que décide le gouvernement français? Alors, il y a 2 grands types de conséquences. La première conséquence, elle, se situe au niveau de l'État français qui va réagir, et ça va se traduire par des forces de gendarmerie qui vont arriver immédiatement et par avion. Parallèlement, en Martinique, il y a une réaction qui est essentielle, c'est celle du Conseil général de Martinique qui se réunit et qui demande, entre autres, le départ des CRS de la Martinique, départ qui sera obtenu. Mais parallèlement, ce Conseil général demande aussi une évolution du statut politique de la Martinique, chose qu'il n'obtiendra pas véritablement. Et le Conseil général souhaite avoir une plus grande participation à la gestion des choses de la Martinique, et en fait, il a une fin de non-recevoir. Il y aura une évolution statutaire, mais qui ne va pas vraiment répondre à cette demande. Quelles sont les conséquences sociales et politiques sur le long terme? Bon, disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement français apporte une réponse aux événements de Fort-de-France. D'abord, il y a la création
du SMA. Ce SMA est créé pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit de faire partir les militaires qui ont sympathisé avec les émeutiers et de les envoyer faire leur service en Guyane, dans le cadre du SMA, ou de les envoyer carrément en France, et de là, ils iront sur le front algérien, et parallèlement, on fait entrer des militaires français, de sorte qu'en cas d'émeute, l'encadrement militaire soit au service du préfet. Le deuxième élément, c'est la chasse aux communistes, à savoir que très rapidement, on va donner au préfet de Martinique cette fameuse ordonnance 60 qui lui permet de développer une forme de macartisme à la française, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir et il peut, à partir de cette ordonnance, décider de qui doit quitter la Martinique. Et il n'a pas de justification à donner. Donc, le pouvoir du préfet est augmenté, cette chasse est organisée, et dans ce contexte, la dernière conséquence, et non des moindres, c'est la mise en place d'un Bumidum. Honnêtement, il faut le dire, décembre 59 n'explique pas la création du Bumidum. En fait, le gouvernement français s'interroge déjà parce que le problème des dom-tom, c'est une forte natalité et un tissu économique extrêmement faible. Donc cette distorsion fait que la solution qui est retenue, c'est d'envoyer les gens. On les envoie dans deux directions, d'abord vers la Guyane, puis dans un deuxième temps, on les envoie vers carrément la France. Pourquoi vers la France? Parce que la France sort de la Seconde Guerre mondiale et elle entre par la suite dans une phase dite des 30 glorieuses et elle a besoin de main-d'œuvre pour le bas de l'échelle sociale. Décembre 59 aura aussi des conséquences culturelles. Lesquelles, par exemple, je pense au carnaval. Disons que décembre 59 a entre autres inspiré la chanson Couvé-d'Ifé, chanson dans laquelle un malheureux explique les déboires qu'il a parce qu'il ne comprend pas très bien ce que veut dire couvre-feu. Et donc, il est à côté de la plaque et il aura des déboires. Donc, la chanson Couvé-d'Ifé qui va recevoir le premier prix de la Biguine en 1960 et dont vous allez écouter un extrait maintenant. Moi te captain radio Cadiz, couvert d'Ifé. Moi baille descend sur un pelle, tout démanché. Mon joint en bout, qui tout manché, il dit moi. Comme l'arrivée, mes gendarmes, la Jacques a crié. Moi te les ouais, moi te les donne, moi pas chapé. Dans quelle mesure les émeutes de décembre 59 coïncident-elles avec l'émergence de mouvements nationalistes à la Martinique? Elle coïncide avec ce mouvement nationaliste et c'est précisément l'existence de ce nationalisme émergent, tant dans l'émigration qu'en Martinique, qui donne du sens à décembre 59 et qui fait que l'événement est immédiatement inscrit dans l'histoire de la Martinique. Et ce nationalisme, paradoxalement, il s'exprime d'abord en France, c'est-à-dire qu'autour d'associations comme la GEM, autour de personnalités comme Manville, comme Glissant, effectivement, il y a un nationalisme naissant au sens où les gens prennent conscience qu'il y a une identité martiniquaise et il y a des aspirations qui sont spécifiques et que le choix d'avoir transformé la Martinique en département français d'outre-mer correspond à une période, mais que dans la fin des années 50, cette solution, elle n'est pas en adéquation avec les aspirations. Donc, il y a effectivement ce phénomène qui se développe, ce nationalisme qui prend naissance en Martinique, et le nationalisme en Martinique proprement dit va s'exprimer avec l'OJAM. Dans la mesure où l'OJAM, c'est la coïncidence entre, d'une part, la jonction, du moins, entre, d'une part,
un mouvement nationaliste qui est sur place et qui a pour nom la Banred, et d'autre part la GEM. La GEM est autonomiste, la Banred est nationaliste. Et ça donne naissance à l'OJAM. Laquelle OJAM, quand elle se fait connaître en Martinique, se dit être la fille de décembre 59. Pourquoi cet événement a-t-il modifié le regard sur la France métropolitaine, la départementalisation et la vie en Martinique? Alors, il modifie ce regard dans la mesure où, il faut le dire, la période dite d'assimilation, la période de mars 46 correspond à de l'aliénation profonde. Et donc, décembre 59, c'est un événement qui va nous amener à prendre conscience que les choses ne se sont pas passées comme il était prévu qu'elles se passent, prendre conscience de cette déception et de ce fait des aspirations nouvelles émergent. Et globalement, pour simplifier les choses, je dirais que ce sont des aspirations de nature autonomiste et le Conseil général est le premier à parler d'une plus grande participation à la gestion de nos propres affaires. Selon vous, quelle place cet événement a-t-il dans les mémoires aujourd'hui? Les jeunes sont-ils intéressés par décembre 59? Bonne question, car difficile. À l'évidence, décembre 59 occupe une place importante aujourd'hui encore dans l'histoire de Martinique. Et la commémoration du 60e anniversaire l'a prouvé, puisqu'il y a eu un minimum de 9 manifestations, entre une qui commence à Casse-Pilote et la dernière qui se fait à l'hôtel de la CTM, donc à l'ancien conseil général. Il y a eu un minimum de 9 conférences débats. Et chaque fois, les gens étaient nombreux et ont posé des questions. Je vais terminer par un sentiment strictement personnel parce que je le trouve beau. Quand on s'est trouvé à la CTM, à la conférence de la CTM, il y a une question qui m'a été posée par une gamine de 10 ans. Au départ, j'ai pensé que c'était une plaisanterie. Elle a pris son micro et elle a répondu. Cet enfant voulait savoir pourquoi les jeunes en 59 voulaient absolument rejoindre la savane de Fort-de-France. Donc, elle est quand même symbole de quelque chose. D'une manière générale, c'est vrai que la génération qui s'intéresse à décembre 59 a déjà un certain âge. Mais cette dernière question qui me reste à l'esprit me laisse espérer que d'autres personnes, comme cette fille de 10 ans, vont prendre le relais et qu'on se posera d'autres questions, on fera avancer l'étude de décembre 59 parce que je reste persuadé que si une partie du travail a été fait, il reste encore beaucoup à faire sur décembre 59. Nous vous remercions vivement pour ces échanges, Louis-Georges Placide, qui permettent de faire le récit historique de cet événement majeur du XXe siècle en Martinique. Nous nous laissons sur un extrait de Couvet d'Ifé, chant carnavalesque inspiré des événements de décembre 59. C'était Oliron la Caraïbe qui vous dit à bientôt pour un nouveau podcast. Moi te Captain Radio Caville, Couvet d'Ifé. Moi baille descend sur un pelle, tout démanché. Mon joint en bout, qui tout manché, il dit moi. Comme l'arrivée, mes gendarmes, la Jacques a crié. Moi te les ouais, moi te les donne, moi pas chapé. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.